Few murders, before or since, have caused such revulsion. The discovery of children's bodies on Saddleworth Moor left the public wondering who could commit such dreadful crimes and why. Ian Brady was a petty criminal who grew up in Glasgow, where he's remembered for his cruelty to other children and animals. He later took a job in Manchester, and when his company hired a new typist called Myra Hindley, the couple became lovers, and Brady led her into a world of sadism. Outwardly a normal couple, they became serial killers, abducting, sexually assaulting, and murdering children. When Brady and Hindley were arrested, they said nothing, challenging detectives to prove their guilt. They remained silent even when police had found 3 children's bodies in shallow graves on Saddleworth Moor. Years later, Brady told the BBC his remorse for the crimes was painfully deep, but he could never explain his motive. Until her death in 2002, his accomplice blamed him, but if anything, she became the greater hate figure. In the 1980s, the 2 killers made full confessions and went back to the moors separately to help the search for other victims. Pauline Reed's body was eventually recovered, but Keith Bennett's grave was never found. Brady spent the last years of his life in Ashworth High Security Mental Hospital. In 1999, he decided to die and stopped eating, so doctors force-fed him using a tube. He wrote many letters to the BBC complaining about his treatment, and in 2012 unsuccessfully petitioned to be returned to a normal prison. He continued to vent his anger at Myra Hindley for trying to minimise her role in the Moors murders. Although Ian Brady's crimes now belong to another era, they will be recorded as among the most infamous ever seen in Britain. She said, "No, let me go, let me go." He was a wicked, wicked person. How he could be that cruel. She was dead. Dead. Suspect X avec Christian Page et Camille. Radio X. Et la nuit est tombée sur Québec. Je vous souhaite un bon début de soirée sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Autre épisode ce soir de Suspect X, podcast qui est consacré au phénomène criminel des tueurs en série. Et ce soir, c'est au pluriel pour nos Suspects X. Un homme et une femme, mais c'est pas vraiment des Bonnie and Clyde. On a entendu un extrait d'un reportage à la BBC qui met très bien le ton funeste dans lequel on s'embarque ce soir. On parle d'assassins d'enfants, de pré-ados et voire même d'adolescents. C'est Ian Brady et Myra Hindley, nos suspects X ce soir, aussi connus sous le surnom des Moors Murder ou des Moors Murderers. Et pour en parler, pour me faire découvrir et vous faire découvrir à vous également cette histoire, le maître, l'animateur de Suspect X, M. Christian Page. Bonsoir Christian. Bonsoir Camille. Assez méconnu et pourtant, avec le degré de gravité de la situation, devrait avoir traversé l'Atlantique là, autant que des Jack l'Éventreur ou les Éventreurs du Yorkshire, comme tu as mentionné avant qu'on entre en ondes. Oui, en fait, tu as tout à fait raison. C'est des crimes qui sont bien connus en Angleterre. Dès qu'on est en Grande-Bretagne, on se met à parler de crimes monstrueux. Tu peux être certain que les crimes de Ian Brady et de Myra Hindley vont rapidement là, apparaître sur, on les cite rapidement. Là. Les Moors Murders, ça fait partie des crimes les plus célèbres de Grande-Bretagne. Et pourtant, on parle ici d'un duo d'assassins, hein, et pourtant, de ce côté-ci de l'Atlantique, ce sont des crimes qui sont assez monstrueux parce que tout crime qui implique des enfants, et dans le cas présent, bon, on sait que je vais revenir un peu dessus, mais une des victimes est une fillette de 10 ans qui a été agressée sexuellement. On avait pris des photos, on a même enregistré la fillette alors qu'elle agonisait, elle suppliait sa mère, elle suppliait ses agresseurs. Donc pendant 13 minutes, on entend ces lamentations, ces derniers cris. Hein. Et visiblement, ça se passe dans les années 60, dans les années 60, première moitié des années 60. Et si ces crimes-là s'étaient produits aujourd'hui, on est certain que cette scène-là en particulier, cette fillette agressée et enregistrée audio, il est clair que les assassins souhaitaient éventuellement, parce qu'ils l'ont photographié également, ils souhaitaient éventuellement produire sans aucun doute des photos
éventuellement commercialisées là, dans un milieu souterrain, les photos avec sans aucun doute l'enregistrement de la fillette qui était torturée et violée. Si on était quelques années plus tard, probablement, parce qu'à l'époque, c'était difficile d'avoir des caméras et tout le reste, mais aujourd'hui, on peut être certain qu'avec la disponibilité des caméras faciles, téléphone portable et tout le reste... L'info nuagique, t'envoies ça dans le cloud, t'envoies ça à des gens, tu peux faire des airdrops, tu sais, pour que quelqu'un le reçoive sur son appareil sans consentement, là. C'est épouvantable. Voilà, donc on aurait très certainement, ils auraient fait ce qu'on appelle des snuff movies, hein, donc filmer des agressions ou des meurtres et ensuite les distribuer dans un marché souterrain. Donc ce sont des crimes qui sont monstrueux et qui plus est parce qu'ils impliquent des enfants. Et pourtant, ce sont des crimes, peut-être avec le temps, le monde a changé et peu à peu, ces crimes ont été oubliés. Et même s'ils restent très connus en Angleterre, dès qu'on sort du Royaume-Uni, mis à part les spécialistes du crime, ce sont des crimes qui sont relativement peu connus. Et tu l'as mentionné, la plus jeune victime avait 10 ans. C'est la plus jeune qui a été reconnue de 5. Parce qu'il y en a, faut mettre un point de suspension à ça, voilà, à 5 victimes. Parce que même au départ, hein, quand il y a eu le procès, ils ont été accusés, elle, de 2 des meurtres, lui de 3. Et ce n'est que derrière les barreaux que finalement Ian Brady a dit j'en ai tué plus que ça. Il en a rajouté 2. Sur les 2 qu'il a rajoutés, je vais raconter un peu les circonstances, mais on a retrouvé un corps. Et donc, il venait confirmer ce que Brady avait dit. Mais il a également confié à des co-détenus qu'il aurait peut-être commis d'autres meurtres qu'on n'a jamais réussi à identifier. Donc, pour l'instant, la triste liste des assassins des Moors est maintenue à 5. On sait qu'au moins, ils ont tué 5 personnes. Donc, commençons par définir un peu nos 2 assassins, parce que c'est vrai que dans le domaine du crime, hein, c'est assez rare qu'on a des couples assassins. Oui. Et souvent, dans ces crimes-là, ce qu'on retrouve, c'est un dominant et un dominé. Et dans le cas de Myra Hindley et Ian Brady, évidemment, elle va, durant le procès, jouer un peu cette carte, moins dans le procès que par la suite, hein, parce que dans le procès, il reste assez soudé, hein, il nie tout en bloc, ils n'admettent rien, ils sont condamnés, à ce moment-là, certains diront que c'est un peu triste parce que la peine de mort vient juste d'être abolie en Grande-Bretagne. Donc, en théorie, si le crime s'était déroulé quelques mois plus tôt, Brady et Hindley auraient sans doute été condamnés à mort, mais ils vont échapper à la peine capitale et être condamnés chacun à des peines de prison à perpétuité, avec sans possibilité de libération conditionnelle. Et là, encore une fois, au moment où le juge donne cette sentence, il y aura des modifications dans la loi britannique et en théorie, ils peuvent demander des libérations conditionnelles après 25 ans, même si le juge avait imposé des peines de sûreté plus longues. Mais éventuellement, aucun d'entre eux, les 2 vont décéder derrière les barreaux, derrière les barreaux, ou dans le cas de Ian Brady, dans un institut psychiatrique, parce qu'en 1985, il n'avait pas été au moment du procès, mais en 1985, il sera officiellement déclaré psychopathe et il va être transféré dans un institut carcéral, mais en fait un hôpital psychiatrique, où il va décéder éventuellement d'un cancer après avoir donné 1001 mots de tête au personnel hospitalier et carcéral de l'époque. Et Myra Hindley, qui était une très, très grosse fumeuse. Elle va décéder également derrière les barreaux, même si elle aura demandé, elle aussi, elle va être quelque part une prisonnière, une détenue à problème. Elle va même à un moment donné monter une tentative d'évasion qui va échouer. Okay. Elle va développer une liaison avec une des gardiennes. Bon, il y a plein de choses qui vont se produire. Tout pour faire du chantage et essayer de sortir. Oui, d'ailleurs, cette gardienne va participer au complot d'évasion de Myra Hindley, hein, et éventuellement, elle va être démise de ses fonctions et elle-même condamnée à une peine de prison pour avoir voulu aider des prisonniers, dont Myra Hindley, à s'évader du centre carcéral. L'amour, Christian, qu'est-ce que ça peut faire faire? L'amour rend aveugle. Et bon, donc on a vraiment des criminels qui ont fait beaucoup parler d'eux, mais avec le temps, c'est vrai qu'en dehors de la Grande-Bretagne, même si dès qu'on évoquait, les gros titres évoquaient Myra Hindley et Ian Brady, ça suscitait énormément d'intérêt de la part de la presse britannique. C'était des criminels qui fascinaient le public en dehors de la Grande-Bretagne, qui sont peu connus. Donc, Myra Hindley, commençons par elle.
Disons que politesse oblige, on va commencer par Les dames d'abord. Les dames d'abord. Elle est née le 23 juillet 1942 à Gorton, qui est un quartier de Manchester. Et elle grandit dans une famille qui est, je dirais pas dysfonctionnelle, parce que bon, c'est un quartier ouvrier et on retrouve des problèmes comme on en retrouve dans plein d'autres familles. On sait qu'on a un père qui est violent, il est alcoolique. Et ce qui est assez surprenant, c'est que il tient, et particulièrement auprès de Myra, il tient à la durcir. Hein? Quand elle est une petite fille, elle est un peu pleurnicharde, elle se fait bousculer. Et quand elle rentre à la maison, puis elle dit à son père, ben, je me suis fait bousculer. Son père la brasse un peu, puis il lui dit, là, tu vas aller dans le cours d'école, puis celui qui t'a bousculé, tu vas lui donner un coup de poing d'en face. C'est donc, tu dois t'endurcir. Et ça, on va voir se développer ce comportement-là où Myra Hindley va répondre par les coups. Hein? Elle est agressive, elle développe cette agressivité-là. Je me rappelle avoir lu à un moment donné un rapport d'un psychologue. Bon, je le dis, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas psychiatre non plus. Mais bon, quand j'entends un psychologue dire que ça a contribué à la carrière criminelle de Myra Hindley, ben excuse-moi, là, s'il fallait que tous les petits gars là, qui sont revenus à la maison parce qu'il y avait eu un coup de pied dans le derrière à l'école puis que les parents nous ont dit, ben là, mon petit Jean-Paul, là, tu vas te durcir un peu, là, puis tu vas retourner à l'école, puis laisse-toi pas faire. Si ces gens-là étaient tous devenus des tueurs en série, on en aurait 13 à la douzaine. Ça a pas de... C'est comme... Ben, Ça tient pas assez, c'est un raccourci trop facile. Ouais, c'est un raccourci facile, c'est là. Je veux dire, moi-même, dès arrivé chez mon grand-père, il m'était fait casser le nez par une jambette à l'école. Puis là, je broyais. Mon grand-père dit, ben là, tu vas retourner à l'école, tu vas aller lui donner une jambette à ce jeune-là. Je suis pas devenu un tueur en série pour autant. C'est une façon d'éduquer les enfants dans les années 60. Et si cette façon de faire faisait de nous des tueurs en série, ben, comme je le dis, on en aurait 13 à la douzaine. J'ai trouvé que ça, c'était un raccourci assez faible. Mais néanmoins, je le cite, hein, ça fait partie du trajet de vie de Myra Hindley. Et elle a une vie comme plein d'autres enfants qui grandissent dans ce quartier de Gorton, quartier, comme je l'ai mentionné, assez ouvrier de Manchester. Ce qui tranche un peu, c'est que au début de l'adolescence, elle va se découvrir une passion pour le christianisme. Donc, elle qui est protestante, évidemment, comme à peu près tous les gens de Grande-Bretagne, hein, ils font partie de l'Église anglicane. Alors, elle va demander à être baptisée dans l'Église catholique, ses parents vont accepter, et elle devient donc catholique. Elle est assez pieuse. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une grenouille des bénitiers, là, okay. Mais c'est une adolescente qui aime bien parler de la Bible, puis tout ça, puis de Jésus, puis... Donc, ça fait partie de son cadre psychologique. Hein? Et même à un moment donné, dans l'adolescence, elle songe même peut-être à embrasser une carrière, peut-être dans les ordres ou quelque chose comme ça. Donc ça aurait changé le narratif. Ah oui, elle reste très proche de cet univers-là, et elle va demeurer proche de cet univers-là jusqu'en 1961, alors qu'elle est embauchée chez Millward Merchandising, qui est une compagnie qui fait le commerce de produits chimiques. Et à ce moment-là, elle va rencontrer un jeune comptable qui s'appelle Ian Brady. Et elle va tomber amoureuse de lui. Et Brady est un personnage tout à fait méprisable, disons ça comme ça, méprisable. Donc, on va se transférer vers la biographie de ce Ian Brady. Qui est-il? Hein? Comment arrive-t-il dans cette trajectoire de collision entre les deux? Lui, il est né le 2 janvier 1938 à Glasgow, on est en Écosse. Ouais. Au départ, au moment de sa naissance, il s'appelle Duncan Stewart. Sa mère, elle s'appelle Mary Stewart. C'est une femme de 28 ans qui est une mère célibataire. Et au moment où l'enfant naît, on ne connaît pas vraiment son père. On sait que dans des notes biographiques, en tout cas les biographes qui ont écrit sur le couple en question disent que le père de Ian Brady aurait peut-être été un journaliste qui serait décédé là, quelque part durant la Deuxième Guerre mondiale et qui, il couvrait l'actualité durant la Deuxième Guerre mondiale et éventuellement, il a eu une liaison avec Madame Stewart et puis, bon, de cette liaison est né Duncan.
Mais il ne fait pas partie du paysage, donc il n'est pas là. Et comme elle, c'est une mère célibataire, elle a un peu de difficultés. Hein, on est quand même dans une période juste de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Lui, il est né en 1938, la guerre éclate en 1939, et on sait que l'Angleterre va être l'une des cibles des attaques des nazis, même si les fameuses bombes volantes allemandes, hein, les V1 et les V2 vont surtout bombarder Londres, et en particulier les quartiers du East London. D'ailleurs, ça nous amène un peu à un autre tueur en série qui est Jack l'Éventreur. Voilà. Hein, quand on visite le East London, là où l'Éventreur a commis ses crimes, faut-il le rappeler, c'était les quartiers de Spitalfield et de Whitechapel. Ces quartiers-là, faut bien le dire, même pour les visiteurs aujourd'hui en 2025, c'est difficile de reconnaître les lieux. Même si on se guide à partir de cartes de l'époque, hein, même si même si on a entre les mains une carte de la fin du 19e, début du 20e siècle, ça devient la géographie du East London a tellement changé après les bombardements nazis de la Deuxième Guerre mondiale que le East London a été entièrement reconstruit. Donc même le trajet, les rues n'existent plus. Des artères principales sont devenues des artères secondaires. Les artères secondaires ont disparu. Bon, c'est vraiment étonnant. Il faut vraiment, quand on visite le East London, si on veut essayer de faire ce fameux parcours de Jack l'Éventreur, mieux vaut s'en remettre à un guide parce qu'on va on aura de la difficulté à retrouver les lieux tels qu'ils sont décrits dans la littérature ou les journaux de l'époque. Et même si Jack l'Éventreur vivait encore à notre époque, il aurait lui-même de la difficulté à reconnaître les lieux où il a commis ses méfaits. Je pense que dans tous les bâtiments de l'époque, de cette époque, de la fin de l'époque de l'ère victorienne, il y a un bâtiment qui est au bout de Donward Street, qui était Box Row à l'époque, où a été assassinée la première victime canonique de l'Éventreur, qui était Mary Nichols, où tout au bout de la rue, on a un grand édifice en briques rouges que tu as sûrement vu. Oui, mais ça fait un petit bout, oui. On ne peut pas le rater, et c'est le seul édifice qui est encore debout, qui date de l'époque de l'Éventreur. Donc c'est le seul édifice dans le East London, mis à part bien sûr des grands monuments. Là, on parle par exemple la cathédrale Saint-Paul qui est toujours là, bien sûr, mais en dehors de ça, là, ou le London Hospital qui existe toujours, mais en dehors de ces quelques bâtiments-là, et celui-là au bout de la rue de Box Road, Donward Street aujourd'hui, l'Éventreur ne reconnaîtrait plus l'endroit. Donc, c'est un peu ici la même chose. Hein, si on retourne à notre Ian Brady, donc il naît juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est éventuellement ces bombardements nazis, les gens vivent, c'est la crise économique, bien sûr, tout l'effort de guerre, tous les efforts économiques de la Grande-Bretagne sont placés dans l'effort de guerre. Donc, Madame Stewart, incapable de nourrir son garçon, va le céder à une famille qui a déjà plusieurs enfants. C'est 4 ou 5 enfants qu'ils ont déjà. Il s'agit de Mary et John Sloan. Et donc, le petit Ian va grandir en compagnie de ces gens-là. Et on ne sait pas trop quel est l'environnement, mais une chose est certaine, lui, Ian Brady, hein, qui à cette époque-là va prendre le nom de cette nouvelle famille d'adoption. Qui a changé plusieurs fois, là. Ouais, il devient donc Duncan Sloan, et ce Duncan Sloan a maille à partir avec la justice. Hein. Déjà adolescent, il est connu pour des agressions, il est violent. Il va également détourner sa violence aussi sur des animaux. Il truande des enfants dans la rue, à l'école. Il va se livrer à plusieurs petits cambriolages, et éventuellement il est arrêté. Et à cette époque-là, on a des centres de redressement. Au Québec, on disait des écoles de réforme. Oui. C'est drôle d'entendre ces expressions-là. Donc, Ian Brady va faire plusieurs séjours à l'école de réforme, et puis il ressort, mais c'est à nouveau pour se mettre dans le pétrin, et il retourne. Donc, il fait plusieurs séjours de cette manière-là. Et puis, éventuellement, à l'âge de 17 ans, au moment d'ailleurs où il sort d'un séjour à l'école de réforme, il décide de retourner vivre avec sa mère biologique, qui, elle, a épousé un employé, en fait, d'un commerce. Là, il travaille au transport des légumes, fruits et légumes, un certain Patrick Brady. Donc, il va prendre ce nom de Brady. C'est de là qu'il va obtenir ce patronyme. Et puis, à ce moment-là, hein, on a un jeune Brady qui a lâché l'école assez tôt. Hein, il n'a pas une formation particulière. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il avait réussi à se scolariser au complet à force de faire des in and out? Non, pas vraiment, c'est ça. Donc, il truande, il vit dans la rue. Hein, il fait des larcins, des petits boulots. Et
Et puis, il développe à travers tout ça une espèce de fascination pour Adolf Hitler, OK. les camps de concentration, parce que, bon, la guerre finie, évidemment, on découvre un peu les horreurs Avec du les régime nazi. procès, ouais. Voilà, il découvre ça. Il y a les images également qui tournent en boucle dans les nouvelles. Hein. Il voit ça et ça le fascine, cet univers à la fois du crime, de la torture, des assassinats de masse. Et à ce moment-là, et comme il n'a pas de métier, là, il fait quand même une bonne chose, ça peut paraître un peu surprenant. Il décide de devenir un professionnel. Hein, il décide ça. Donc, il est très brillant. À ce moment-là, les gens qui vont le côtoyer disent c'est un individu d'une très grande intelligence. Il va se plonger dans des livres, et en particulier des livres de comptabilité. Et à travers, hein, il va acquérir une telle connaissance en comptabilité qu'il va réussir à se faire passer pour un véritable comptable. Et c'est sous cette présentation qu'il va être engagé en 1959 chez Millward Merchandising et comme comptable. Et c'est là, donc, 2 ans plus tard, alors que lui travaille comme comptable, qu'il va faire la rencontre de Myra Hindley, qui, elle, vient de se faire embaucher comme secrétaire à ce moment-là. Ils tombent tous les deux amoureux. Et là, ben, évidemment, lui, il l'entraîne progressivement dans son univers. Elle, c'est un peu, je dirais, elle est assez... Pour utiliser une expression qu'on a au Québec, on dit quelqu'un qui est drable. Elle n'a pas vraiment de saveur, elle n'a pas de couleur. Elle est assez ordinaire, Myra Hindley. Si ce n'est que c'est une femme qui a des problèmes à contrôler sa colère, qui éclate, qui explose assez facilement. Et peut-être en partie à cause de son éducation, ben, elle réagit assez violemment. Hein, à la moindre frustration. Si elle est frustrée, ben, c'est rapidement le coup de poing dans le visage. Donc, elle réagit assez violemment. Ouais, voilà. Et certains diront d'elle que c'était plus qu'une réactionnelle, elle était caractérielle. Hein? Okay. C'est un peu la définition qu'on va dire de Myra Hindley. Mais bon, elle est avec Ian Brady, et Ian Brady, bon, déjà, elle va perdre sa foi dans le divin. Hein? Ian Brady se présente plutôt comme un athéiste. Et là, lui rêve, il y a 2 choses qui occupent particulièrement son esprit. Il rêve de grands cambriolages. Et quand on parle de grand cambriolage, là, il s'imagine un peu sur la route devenir une espèce de truand, de bandit de grand chemin. Et là, ben évidemment, avec Myra Hindley à ses côtés, ils rêvent tous deux. Ils se mettent à rêver d'une carrière à la Bonnie and Clyde, là, tu sais, le couple de criminels. Et puis en même temps, Ian Brady va se mettre à fantasmer sur l'idée du meurtre parfait. Et cette idée de pouvoir commettre un crime et échapper aux autorités policières. Et à travers ça, donc, ce fantasme-là, qui reste assez indéfini et trouble dans le cas de Ian Brady, exactement qu'est-ce qu'il entend par le crime parfait. Il y a eu quelques cas... Une affaire qu'on appelle l'affaire Loeb aux États-Unis dans les années 30, je crois, qui a d'ailleurs inspiré un film d'Alfred Hitchcock de mémoire qui s'appelait The Rope, la corde, et où 2 étudiants universitaires avaient décidé de commettre le crime parfait en assassinant un autre étudiant en l'étranglant, mais comme ils étaient de bonnes familles et des gens très scolarisés, très intellectuels, ils étaient convaincus qu'ils pourraient tromper les policiers, et ça n'a pas fonctionné, donc ils se sont fait prendre. Mais ça s'inspire un peu de cette affaire criminelle célèbre aux États-Unis que Brady va se mettre à imaginer lui aussi qu'il est brillant, qu'il est capable de commettre des crimes pour défier les autorités et passer au travers des mailles du filet. Et c'est ce qui nous amène finalement à cette journée du 12 juillet 1963 où le fameux couple vont se lancer dans leur premier crime. La façon de faire que, bon, ils veulent l'idée de Brady, on comprend également que c'est un pervers sexuel. Donc ça, on n'a pas... tous les crimes sont toujours à caractère sexuel. Brady réussit à convaincre Myra Hindley. Il dit, bon, ben, ce qu'on va faire... Bon, elle loue une camionnette ce soir-là. Il dit, lui, il a une moto. Alors, il dit, je vais me stationner dans une rue avec ma moto. Toi, tu vas te stationner en avant, à quelques dizaines de mètres en avant, dans la camionnette. Et moi, je vais rester assis sur ma moto et quand je vais voir passer un possible candidat ou candidate à notre crime, hein, une prochaine victime, il dit je vais, parce qu'elle regarde par le rétroviseur ou sur le miroir qui est placé sur la portière. Ouais. Elle voit derrière et il dit quand je vais allumer le phare de ma moto, ça veut dire que cette personne-là
est ma cible. Alors quand cette personne-là va arriver à la hauteur du camion, Myra Hindley va sortir du camion et évidemment, comme c'est une femme, c'est plus facile de convaincre que peu importe qui va être la victime, si c'est une autre femme, si c'est un enfant, peu importe, c'est plus fait. Il y a une espèce de, on baisse rapidement la garde. Qui pourrait croire qu'une femme va commettre un crime? Et c'est ça qui est assez troublant. Hein? Est-ce que ça a été entendu d'entrée de jeu que ce serait des enfants ou elle l'a comme eu sur le fait que, oups, ok, ça a l'air de des jeunes enfants, jeunes ados? Ça reste nébuleux, cette situation-là. On sait que le premier soir, donc on est le 12 juillet 63, il va y avoir un prélude. Avant le premier crime, il y a un prélude. On est dans le quartier de Gorton, qui est un quartier de Manchester. En fait, tous les crimes sont commis dans la banlieue de Manchester. Elle, Myra Hindley, comme je l'ai mentionné, elle est dans sa camionnette louée. Lui, Ian Brady, est sur sa moto, quelques mètres derrière. Et là, il voit passer une jeune femme sur une adolescente qui marche sur le trottoir. Et Ian Brady fait clignoter le phare de sa moto. Mais quand l'adolescente arrive à la hauteur, une jeune adolescente, mais là, 11 ou 12 ans, lorsqu'elle arrive à la hauteur de la camionnette, Myra Hindley ne sort pas du véhicule. Elle laisse continuer la fillette sur la rue et au coin de la rue, elle tourne puis elle s'éloigne. Elle l'ignore à ce moment-là, mais elle vient d'échapper à 2 tueurs en série. Et lorsque Ian Brady s'approche de la camionnette et demande à Myra pourquoi elle n'a pas agi selon le plan proposé, elle répond qu'elle a reconnu la fillette. Il s'agit d'une adolescente du quartier qui s'appelle Mary Robb. Et elle habite pas tellement loin de où elle habite, elle. Et le fait qu'elle connaissait cette personne-là, c'est quelque chose qui a comme refroidi son ardeur. Okay. Elle a eu comme ce moment d'hésitation. Est-ce que je vais faire ça avec une personne que je connais? Elle a hésité. Alors, Brady la convainc on va récidiver, on change de rue. Et le même soir, il est aux alentours de 20h. Cette fois-là, ils sont stationnés exactement dans la même position, la camionnette en avant, Brady derrière. Et là, passe à la hauteur de Brady une adolescente qui s'appelle Pauline Reed. Elle a 16 ans. Et elle aussi, elle est connue parce qu'on est dans le quartier de Gorton, c'est un quartier de Manchester, un quartier populaire, et Myra Hindley a des sœurs, et évidemment, presque toutes les adolescentes du coin, du quartier, se connaissent. Ben oui. Donc, elle reconnaît l'adolescente qui passe sur la rue, elle reconnaît qu'il s'agit de Pauline Reed, et c'est une amie de sa propre sœur cadette. Myra Hindley a une sœur cadette qui s'appelle Maureen, et cette Pauline Reed est une amie de sa sœur Maureen. Mais elle n'a pas envie de décevoir pour une deuxième fois Ian Brady. Donc quand Pauline Reed arrive à la hauteur de la camionnette, Myra ouvre la portière et elle la salue. Salut, comment tu vas? Ils se connaissent, on s'entend bien, ils se connaissent. Et là, elle lui dit, écoute, je peux te ramener chez toi si tu montes dans la camionnette. Et dès que l'adolescente monte dans la camionnette, Myra Hindley commence à lui raconter une histoire assez abracadabrante. Elle dit que dans la journée, elle est allée se balader du côté des Moors. Les Moors, qu'est-ce que c'est? Parce que on appelle les Moors Murders. Là. Les Moors, ce sont en français, c'est les Landes. Et les Landes, ce sont des terres qui sont à peu près désertiques et qu'on pourrait qualifier de tourbières. Si on a une idée, là, ce sont des terres spongieuses. Je me disais, c'est-tu un marécage? C'est-tu un pâturage? Comme l'entre-deux? C'est entre les deux. Il n'y a pas vraiment de culture qui se font là-dedans parce que les terres sont trop spongieuses. C'est vraiment là, des tourbières qui sont là et qui sont ils sont près au pied des monts Pennine et c'est un très très vaste endroit. Okay. Donc elle lui dit je suis allé me balader du côté des Moors cet après-midi et j'ai perdu un gant. Et c'est un gant qui était très dispendieux et puis qui m'avait été prêté. Donc, elle monte une histoire. Et finalement, Pauline propose pratiquement d'elle-même de retourner aux Moors avec Myra pour éventuellement rechercher le gant en question. Donc, les deux femmes partent à bord de la camionnette. Elles vont se stationner sur la route près des Moors. En fait, c'est la route qui traverse les Moors. Et puis, alors qu'ils sont là, Ian Brady arrive. Elles sont déjà là, elles sont sorties de la camionnette. De chaque côté, donc on s'imagine, on a cette tourbière. C'est l'obscurité. On peut imaginer qu'ils ont simplement des lampes de poche pour s'éclairer. Puis une petite moto qui arrive. Et là, voilà qu'une moto arrive, c'est Ian Brady. Et au moment où Brady arrive, il débarque de sa moto. Myra le présente à Pauline. Il dit, voilà, je te présente, c'est Ian Brady, c'est mon petit copain. Bon. Et à ce moment-là, au gré de la conversation,
Brady réussit à convaincre Pauline de l'accompagner dans les moors à la recherche du fameux gant. Alors, pendant qu'il s'éloigne, Myra va retourner dans la camionnette. Et là, je le raconte de cette manière-là parce qu'on a des versions contradictoires. OK. Parce qu'on va vite, dans l'histoire que je vais te raconter, tu vas vite te rendre compte que Myra est jamais là. Elle est toujours, je suis dans la camionnette, je suis en train de préparer du dîner, je suis en train de prendre mon bain. Christian en train de me dire que quand on essaie de demander des libérations conditionnelles, nos versions changent? Voilà. Donc, alors OK. que Ian Brady va donner une version où Myra Hindley joue un rôle beaucoup plus actif dans les crimes. OK. Mais pour elle, la version qui est retenue, c'est bon, moi je suis dans le camion, j'attends. Alors donc elle voit Pauline et Ian Brady s'éloigner dans les moors et une trentaine de minutes plus tard, lui revient au véhicule et Myra lui demande qu'est-ce qui est advenu de Pauline, puis il dit je l'ai égorgée. Et là, elle demande à voir le corps, elle l'accompagne jusque à l'endroit où l'adolescente se trouve. Et là, elle constate effectivement, comme lui a annoncé Ian Brady, qu'il l'a égorgée, il lui a tranché la gorge. Elle est toujours vivante. Au moment où Myra Hindley arrive, elle est là, elle émet par la plaie béante à la gorge, elle émet une espèce de son guttural. Et il y a comme une espèce de fascination à voir le corps étendu comme ça dans la tourbière. Et Myra Hindley va raconter plus tard, elle dit, quand je suis arrivée, j'ai vu que ses vêtements étaient relevés, retroussés, donc j'ai compris qu'il y avait eu agression sexuelle, laissant supposer qu'elle n'était pas au courant des intentions perverses de Ian Brady, ce qui semble peu vraisemblable. Mais néanmoins, et d'autant plus que Ian Brady part, il va chercher une pelle qui était dissimulée sur place. Donc, ça nous montre qu'il y a eu préméditation. Ils se sont rendus dans la lande avant. Ils ont dissimulé une pelle. Ils avaient l'intention clairement d'amener la victime dans la lande et là, de l'assassiner. Donc, ils avaient dissimulé une pelle. Que Ian Brady ou que Myra Hindley n'ait pas à ce moment-là évoqué la possibilité d'une agression sexuelle semble excessivement invraisemblable. Mais néanmoins, donc Brady va chercher la pelle, creuse un trou. Entre-temps, malheureusement, Pauline a rendu son dernier souffle. Il la jette dans une petite fosse de quelques centimètres à peine de profondeur et puis la recouvre de terre. Et merci, bonsoir. Il est temps de passer à autre chose. Ce qui nous amène, parce que là je vois le temps qui file aussi, ce qui nous amène à la deuxième victime. La deuxième victime est un petit garçon qui s'appelle John Kilbride, il a 12 ans. Et là, Brady Hindley se retrouve dans un magasin où on va faire nos courses. On peut s'imaginer un magasin général des années 60. Là. Ça se trouve juste encore une fois dans un quartier banlieue de Manchester, qui est Ashton-under-Lyne. Donc ils sont là. Et là, ils vont repérer le jeune Kirkbride. Dans les circonstances, ils vont l'approcher et lui proposer de les accompagner parce que ils vont le ramener chez lui. Le soleil commence à se coucher, il commence à être tard. Et finalement, le jeune accepte de monter avec eux. Et alors qu'il est dans la voiture, là, il y a une espèce de confusion. Il pense à l'amener chez lui, chez eux, finalement, qui est au 16 Wardlebrook Avenue. Ne cherchez pas la maison en question, elle n'existe plus. Ouais. Voilà. Donc, ils lui disent, on va t'amener chez nous, on va prendre du vin. Le jeune a 12 ans, mais il semble un peu déluré. Donc, lui, prendre du vin, il a envie de ça. Il avait une expérience qu'il connaît pas. C'est cool, les adultes le font, je veux le faire. C'est ça. Donc, Ian Brady se rend, donc on va à la maison, on prend la bouteille de vin, on revient dans le véhicule. Et là, encore une fois, c'est le scénario du gant perdu. Donc, il raconte au gamin que dans l'après-midi, Myra est allée dans les moors, elle a perdu son gant et que il faut absolument essayer de retrouver le gant, tout ça. Donc, il retourne dans les moors avec le garçon. Ils vont se stationner près de Saddleworth, le nom complet c'est Saddleworth Moor, c'est un point particulier. Et là, alors qu'ils sont là, encore une fois, Myra va dire « je reste dans le véhicule », cette fois c'est une voiture, et Ian Brady va s'éloigner avec le garçon dans les landes. Lorsqu'il revient à la voiture, il a dans sa main un lacet. Et quand Myra lui demande ce qui est advenu du garçon, il dit « je l'ai étranglé avec un lacet. Je lui ai étranglé la gorge, puis je l'ai fini avec un lacet. » Et là, encore une fois, le couple vont s'occuper d'enterrer le corps, dissimulé dans une tombe peu profonde dans les moors. Il y a eu combien de temps entre les deux? Parce qu'on était en juillet pour le premier. Celui-là, est-ce qu'on est à peu près dans la même période?
Non, on est en novembre. Hein. Novembre, Donc, il y a ok. il y a une assez longue période Ouais. de temps qui va se passer entre les meurtres. Et puis, et là, ben, on le voit, hein, la troisième victime, ça nous amène en juin 1964. Ah, Et là, quand on a un même. garçon. Voilà, on a un garçon de 12 ans qui s'appelle Keith Bennett. Et le garçon, lui, est en route pour aller chez sa grand-mère, à pied, évidemment. Brady et Hindley vont l'accoster. Ils vont lui demander de les accompagner en lui disant, ben, on a des boîtes à charger, puis on va te payer, tout ça. Fait que le garçon, ben, évidemment, il accepte. Hein? Puis encore une fois, on joue cette carte-là d'un couple, et en particulier, il y a une femme qui est présente. Donc, on a comme l'impression que toute la garde est baissée à ce moment-là. Donc, Brady et Hindley vont prendre encore une fois la route. Ils vont exactement aller se stationner comme ils l'ont fait pour le crime précédent à Saddlewood Moors. Et là, ben, encore une fois, même scénario, Brady va s'éloigner avec le gamin. Il va le violer, l'étrangler et le couple vont l'enterrer ensuite dans les moors. Encore une fois, dans ce crime-là, Mira dira plus tard, moi, j'ai rien vu de ça, j'étais assise dans la voiture, j'ai pas été sur place. Arrive la quatrième victime, c'est notre victime dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Hein. Il s'agit de Leslie Ann Downey, elle a 10 ans. La façon dont ils vont l'accoster, bon, on a Bradley Hindley qui sont dans une fête foraine qui se tient en banlieue de Manchester. Et là, il voit cette fillette près d'une espèce de clôture. C'est Myra Hindley qui va initier le mouvement. Elle s'approche. Et comme elle arrive à la hauteur de la fillette, elle tient un sac dans ses mains qu'elle laisse tomber sur le sol. Les objets contenus dans le sac vont s'éparpiller. Et la fillette, bien évidemment, bonne samaritaine, entre Va guillemets, hein, l'aider. va l'aider à ramasser les objets, les oranges qui roulent un peu sur le plancher. Et là, ben, au gré de ça, elle lui dit, ben, écoute, si tu veux, on peut te ramener chez toi. Ils vont réussir à la convaincre de monter en voiture. Encore une fois, on a l'idée de ce couple hein, qui ont l'air des gens tout à fait normaux. La fillette accepte. Et là, ben, malheureusement, c'est tout à fait monstrueux parce qu'ils vont l'amener chez eux, au 16 Wardlebrook Avenue. On est dans un quartier de Manchester qui s'appelle Attersley. Et là, ben, ils vont... on va essayer de passer les détails, mais ils vont la déshabiller, ils vont l'agresser sexuellement, ils vont la bâillonner, ils vont la torturer, ils vont produire un enregistrement audio de 13 minutes de l'agonie de la fillette qui supplie sa mère. C'est un crime assez sordide. Et puis, ils vont, après le meurtre de l'enfant qui va être étranglé, ils vont garder le corps de la fillette dans la maison jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain, ils vont charger le corps dans leur voiture pour aller l'enterrer également dans les moors. Et puis, on arrive à la cinquième victime. Là, on est vraiment dans la cinquième victime, c'est vraiment un scénario tout à fait différent et qui brise un peu le moule. Brady et Hindley, encore une fois, ont décidé, on est le 6 octobre 1965, ils ont décidé de commettre un autre meurtre. Et cette fois-là, ils vont se rendre à la gare de Manchester. Il faut dire que Ian Brady a une espèce de fascination pour les trains et les gares. Donc, ils vont à la gare de Manchester et là, ils vont repérer dans la foule un adolescent de 17 ans qui s'appelle Edward Evans. Ils vont l'accoster et l'inviter chez eux. Évidemment, quelles sont les raisons pour lesquelles ils vont l'inviter chez eux, ça reste un peu nébuleux. Certains diront il y aurait apparemment promis des espèces de gratification sexuelle. Oui, j'avais entendu qu'il y avait des rumeurs d'homosexualité. Puis, oui. Bon, donc, il y avait des trucs un peu comme ça. Ça reste un peu... comme Ian Brady, on le sait, il est visiblement il est bisexuel hein, parce que bon il est avec Myra, il a des relations sexuelles avec Myra, on sait qu'il a agressé deux des victimes étaient des fillettes qu'il a agressées sexuellement, mais il a agressé aussi des petits garçons. Ouais. Donc pour lui le sexe de la victime est somme toute un peu secondaire. Donc il réussit à convaincre ce Edward Evans de les accompagner chez eux, hein, toujours au 16 Wardlebrook Avenue. Et là, alors qu'il est dans la maison, il y a une espèce de fantasme étrange qui se développe dans l'imaginaire de Ian Brady. Il faut dire que il s'entend, il y a un bon ami. C'est un peu comme s'il voulait ajouter un nouveau membre à leur duo d'assassins. Et ce nouveau membre, il a porté son dévolu sur un certain David Smith. David Smith, c'est l'époux de Maureen, et Maureen, c'est la sœur cadette de Myra. Hein? Hey. Et ce David Smith, d'ailleurs, dans la famille de Hindley, il est mal vu, ce David Smith, parce que lui aussi, c'est un petit truand. Il a un casier judiciaire, bon, etc. Il a fait des cambriolages. Il est très mal vu dans la famille Hindley. Mais dès que
Ian Brady et David Smith se sont rencontrés lors d'une fête familiale. Ils ont immédiatement fraternisé, ils s'entendent bien, ils ont des atomes crochus et apparemment depuis quelques mois, Ian Brady réfléchissait à quelle façon il pourrait amener David Smith à se joindre à leur duo d'assassins. Et là, donc, ils amènent, on en revient à cette soirée du 6 octobre 65, ils invitent donc ce jeune Edward Evans qu'ils ont repéré à la gare de Manchester, ils l'amènent à la maison, et alors que Ian Brady et Edward Evans sont là à prendre un verre de vin, tout ça, Brady demande à Myra d'aller chercher David Smith. Comme je l'ai mentionné, c'est son beau-frère, et il habite à 2 coins de rue de là. Il dit, va chercher ton beau-frère, puis ramène-le ici. Donc Myra part, va chercher David Smith, elle lui dit que Ian Brady veut le voir, que c'est très important. Donc David Smith met son manteau, son coupe-vent, et accompagne Myra, et dès qu'il entre dans la maison, il entend une espèce de cri qui vient du living room, il se précipite là, et là, il voit Ian Brady qui est penché au-dessus de ce Edward Evans. Il le frappe à la tête avec une hache sur le côté, là, qui est le côté plat de la hache. Il le frappe à la tête, et là, ce David Smith est témoin du meurtre de Edward Evans, et Ian Brady avait imaginé qu'une fois impliqué comme témoin dans le crime, s'il pouvait l'impliquer davantage, il y aurait comme une espèce de lien qui serait créé et David Smith deviendrait forcément membre à part entière du fameux groupe d'assassins. Il me semble que c'est un pari risqué parce que la personne peut juste se revirer de bord et appeler la police. Et c'est exactement ce qui va se produire. Et c'est exactement ce qui va se produire. On l'avait peut-être un peu vu venir, en tout respect. David Smith, j'ai l'impression que Ian Brady voyait David Smith comme un plus grand criminel qu'il l'était en réalité. Parce que une fois que David Smith est témoin de du meurtre, d'Edward Evans, là, Ian Brady lui dit, écoute, aide-moi, on va le prendre, on va l'enrouler dans une bâche en plastique, puis on va le traîner dans la chambre, etc. David Smith, évidemment, tu sais, quand le type qui te dit de faire ça, tient une hache ensanglantée dans sa main, tu dis oui. Ouais, tu t'obstines pas, hein. Fait que David Smith dit oui. Fait il aide Ian Brady à envelopper le corps d'Edward Evans dans une bâche de plastique, il l'amène dans une chambre, il le dissimule, et Brady lui dit, demain matin, tu reviens à la maison, et puis on va prendre le corps, puis on va aller s'en débarrasser quelque part dans les moors. Mais David Smith rentre chez lui, et là, je te rappelle, il est l'époux de Maureen, la sœur cadette de Myra. Donc, lorsqu'il entre à la maison, Maureen lui dit, OK, qu'est-ce que te voulais, Ian? Et là, soudainement, David Smith se met à trembler, il est en sanglots, et lui explique la scène monstrueuse dont il a été le témoin, le meurtre d'Edward Evans à coups de hache. Et là, finalement, Maureen le convainc de parler, de dire ça à la police. Donc, ce matin-là, il quitte la maison, elle avec un marteau dans sa main, lui avec un tournevis, au cas où il tomberait sur Ian Brady ou Myra pour trouver le moyen de se défendre. Ils vont dans une cabine téléphonique et ils vont contacter la police pour raconter ce qu'ils ont vu. Donc, le même jour, les policiers vont se rendre au 16 Wardlebrook lorsque les policiers arrivent sur place. D'ailleurs, le policier, pour ne pas ameuter le couple en question, il est allé juste à quelques portes plus loin. Il y avait une espèce de pâtisserie, de magasin. Il a emprunté une espèce de sarrau blanc pour se faire passer comme un livreur. Donc, il arrive chez le couple Brady et Hindley. Il sonne à la porte et c'est Myra Hindley qui ouvre la porte. Et elle a devant elle un homme avec un sarrau blanc qui semble être un livreur. Et dès que la porte est ouverte, il sort son badge. Je suis un policier, etc. Donc, ils entrent dans la maison, font le tour. Visiblement, le couple est très nerveux. Et là, ils se retrouvent devant une porte qui est barrée, une porte verrouillée au premier étage. Et là, lorsque le policier dit « je veux voir la porte en question », parce que faut quand même se dire que David Smith lui a dit qu'il avait traîné avec Ian Brady le corps dans une chambre du deuxième. Alors, devant cette porte, là, qui est verrouillée, là, le couple joue un peu la carte. On a perdu la clé. Ou Myra Hindley dit « la clé est au bureau. Faudrait que j'aille la chercher. Ça va demander du temps. » Le policier dit « c'est pas grave, je vais défoncer la porte. » Là, comme ils voient qu'ils sont un peu coincés, là, ils n'ont pas vraiment le choix. Fait que finalement, Myra Hindley sort la clé, on déverrouille la porte et là, on trouve le corps en question dans la pièce, enveloppé dans sa fameuse bâche de plastique. Et évidemment,
le couple est arrêté le matin même. Tout se porte, parce que sur la déclaration de Smith, il dit c'est Ian Brady qui frappait l'individu, qui frappait Evans avec une hache. Donc, il dit Myra Hindley a été témoin, mais elle n'a pas participé au meurtre. Donc, c'est Ian Brady qui est arrêté le matin même. Mais on suspecte, bien sûr, Myra d'avoir participé de quelque façon que ce soit. Et ne serait-ce que de complicité. Oui, bien sûr, parce que bon, on voit bien qu'il y a eu une espèce de truc qui a été monté dans cette histoire-là. Et à partir de là, les choses vont se dérouler de manière un peu étrange. Bon, d'abord, c'est David Smith. Bon, on fait le tour de la maison. À ce moment-là, on ne se doute pas qu'on est en présence d'un couple d'assassins qui ont plusieurs victimes. On n'a que ce corps-là qui a été trouvé. Mais éventuellement, David Smith, au moment où il est interrogé, puis il raconte la nuit d'horreur qu'il a vécue, comment il a été témoin de ce meurtre-là. Et là, il dit qu'à un moment donné, au gré de leur conversation, Myra et Ian, il aurait fait comprendre qu'ils n'en étaient pas à leur coup d'essai, qu'ils avaient commis d'autres crimes et qu'ils avaient caché dans des valises tous les éléments qui auraient pu être compromettants et qui auraient pu révéler la série de crimes qu'ils auraient commis. Donc, ça semble un peu étonnant, cette confidence comme ça sur le vif, mais néanmoins, les policiers prennent ça en note. Mais on fouille la maison en question, on ne trouve aucune valise qui contiendrait des éléments incriminants, tout ça. Et au gré de la conversation, David Smith rappelle, comme je l'ai expliqué, que Ian Brady a une fascination pour la gare de train et les trains, etc. Et un des policiers a le vif d'esprit de dire « Et si cette valise ou ces valises avaient été placées en remise dans une gare? » Alors il demande, il obtient un mandat pour une perquisition à la gare de Manchester, où d'ailleurs ils ont ramassé leur dernière victime, ce Evans, ils l'ont ramassé à la gare de Manchester. Donc il obtient un mandat et il fouille la gare de Manchester et bingo, ils vont tomber sur 2 valises qui ont été mises en consigne par Ian Brady. Et dans l'une de ces valises, ils vont trouver des éléments excessivement compromettants, dont 9 photographies pornographiques d'une fillette. À ce moment-là, on ignore son identité, là. Mais donc, 9 photographies pornographique d'une fillette qui est étendue sur un lit, jambes écartées, bâillonnée, ligotée. Et éventuellement, on va découvrir qu'il s'agit de Leslie Hunt Downey, cette fillette de 10 ans qui avait été enlevée par le couple. On va trouver également l'enregistrement audio de 13 minutes où on entend l'agonie de la fillette en question. Et dans d'autres objets, on va trouver un dessin où il y a des noms, et sur un des noms qui est sur les dessins, il y a celui de John Kilbride, ce petit garçon qui avait été enlevé quelques mois plus tôt. Et là, retrouver comme ça dans cette valise le nom de John Kilbride, évidemment, les policiers commencent à se poser des questions. Ian Brady a tué un type avec un coup de hache à la tête. On trouve des photos d'une fillette qui éventuellement on va identifier comme étant Leslie Ann Downey. Visiblement, cette fillette-là n'était pas consentante pour les photos et les enregistrements montrent bien que c'est une agression d'une monstruosité innommable. Et ensuite, le nom de John Kilbride, ce petit garçon qui est disparu, dont on est sans nouvelles depuis des mois. Et on a plusieurs photos où on voit l'intérieur de la maison du couple Brady et Hindley, mais plusieurs photographies également qui nous les montrent dans les moors, cette fameuse tourbière. On les voit ils se sont photographiés mutuellement. Et il faut être vraiment dérangé là, pour prendre des photos du site puis de quasiment des pelletés de terre. Là. Et justement, il y a une photo en particulier que les policiers ont froid dans le dos. On voit Myra Hindley, elle tient dans ses mains son chien, une espèce de petit cocker. Là. Elle est comme agenouillée, on voit là, dans l'environnement que c'est les moors, elle est pratiquement agenouillée aux côtés dans la tourbière, et devant elle, on voit très distinctement une surface de terre qui a visiblement été retournée. Et elle regarde là, intensément cette zone-là. Il y a quelque chose d'anormal dans cette photo-là. Si tu ne te mets pas de cette manière-là, s'il n'y a pas une symbolique derrière cette image-là.
Et là, les policiers commencent à se poser sérieusement la question, est-ce que le couple aurait pu assassiner ces gens-là et les enterrer dans les moors? Donc, les policiers vont commencer par faire des recherches et éventuellement, ils commencent sur un secteur, mais en discutant avec des gens, il y a une adolescente qui connaît bien Myra Hindley. Elle dit, je l'ai accompagnée à quelques reprises dans les moors et elle arrêtait sa voiture à peu près toujours au même endroit sur la route, la A635. Donc, les policiers vont transférer leur zone de recherche à cet endroit-là très précis. Et le 16 octobre, ils vont retrouver les restes de Leslie Ann Downey, cette adolescente, cette fillette de 10 ans agressée, violée, bâillonnée et assassinée. Et on va trouver 5 jours plus tard, à quelques mètres de distance, la tombe de John Kilbride. Donc là, on a retrouvé les 3 victimes pour lesquelles on suspectait le couple d'avoir commis ces crimes. Ils vont être jugés pour ces crimes. Les policiers accusent Brady des meurtres de Edward Evans, assassiné dans la maison du couple à coups de hache, Leslie Ann Downey, cette fillette agressée, et John Kilbride, ce petit garçon disparu depuis plusieurs mois. Quant à Hindley, elle est accusée essentiellement de participation au meurtre d'Edward Evans et de Leslie Ann Downey. On ne trouve pas d'éléments qui permettraient de l'accuser avec des preuves convaincante d'avoir pris part au meurtre de John Kilbride. Donc évidemment, il y a le fameux procès, les deux restent assez soudés durant le procès, ils nient tout en bloc. Et puis, éventuellement, à l'issue du procès, il faudra quelques heures seulement de délibération au jury pour qu'ils soient reconnus tous les deux coupables. Et ils sont condamnés, comme je l'ai mentionné, à des peines de prison, des peines de prison à perpétuité avec aucune possibilité de libération conditionnelle, quoique ce dernier élément va être renversé en leur permettant de faire des demandes de libération après 25 ans. Mais bon, faire une demande de libération et être accepté. Signifie pas que tu vas... Ça, il y a un monde entre les deux. Et là, je vois le temps qui file très rapidement. Les quelques éléments qui sont importants de retenir. En 85, Ian Brady va avouer un coup détenu qu'il a tué d'autres enfants, dont Pauline Reed et Keith Bennett, leur première victime. Il dit les avoir également enterrés dans les moors. Mais lorsque les policiers l'interrogent, il dit que c'était de la foutaise, que c'est pas vrai, que c'est de l'invention. Il n'a jamais dit ça. Et les policiers vont partir à partir de ces aveux, ils vont se retourner vers Myra Hindley. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les deux ont entièrement coupé contact, parce qu'après le procès, on est en 65-66, ils vont continuer d'échanger et ils gardent un lien très très fort jusqu'en 1971. Et en 1971, Myra Hindley va tomber amoureuse d'une gardienne de prison. Et là, à ce moment-là, elle va couper les liens avec Ian Brady. Donc, à ce moment-là, au moment où Brady fait ses aveux, on est rendu au milieu des années 80, le couple n'a plus de lien entre eux. Donc, les policiers partent avec les aveux de Ian Brady, vont voir Myra Hindley, lui disent que Ian a avoué 2 autres crimes. Et là, finalement, elle va accepter, elle dit oui, c'est vrai, et elle va conduire les policiers sur les lieux. Elle dit, je peux vous dire où ils les enterraient, puisque j'étais présente. Mais j'étais dans la camionnette, je suis dans la camionnette. J'ai jamais bougé de là. Et le 16 décembre 1986, elle va amener les policiers dans les Landes, mais elle va les aiguiller à gauche et à droite, mais les policiers vont tourner en rond, ça ne donnera aucun résultat. Ils vont refaire l'expérience en mars 87, et cette fois-là, Hindley, qui est très confuse. Les policiers diront, à ce moment-là, quand elle parlait de ces crimes-là, elle semblait excessivement confuse. Et donc, au moment de cette deuxième tentative, en mars 87, cette fois, elle va les aiguiller vers un secteur très précis. Il faudra quand même 100 jours aux policiers pour finalement trouver le corps de Pauline Reed, qui est complètement décomposé. Elle sera identifiée par des vêtements seulement. Okay. Et le corps de Keith Bennett, lui, ne sera jamais retrouvé. Donc la deuxième victime, elle, ne sera jamais retrouvée. Et les parents vont décéder au début des années 2000, avec la mère en particulier, qui a milité beaucoup, qu'on a vu souvent à la télévision britannique pour parler de la disparition de son fils, va décéder sans avoir pu donner une sépulture chrétienne comme elle souhaitait tant le faire pour son garçon. Et éventuellement, le couple, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, ils vont demeurer incarcérés. Brady va être éventuellement reconnu coupable, pas coupable, mais souffrant d'une forme de psychopathie. Il va être envoyé dans un institut psychiatrique
où il va décéder, un institut psychiatrique, mais entendons-nous, c'est une prison aussi en même temps. Ouais. Il va décéder en 2017, âgé de 79 ans. Quand j'ai mentionné un peu plus tôt qu'il était un prisonnier, à problème, c'est qu'à un moment donné, derrière les barreaux, il développe une espèce d'obsession. Il veut absolument mourir. On va toujours s'assurer qu'il n'a pas en sa possession des éléments qui lui permettraient de mettre fin à ses jours. Et éventuellement, il va dire même aux policiers, lorsqu'il avoue éventuellement, parce qu'à partir du moment où Myra Hindley lui dit voilà, oui, je vais accompagner les policiers dans les moors, puis je vais vous montrer où il a enterré les 2 premières victimes. Quand les policiers retournent voir Ian Brady, parce que, comme je l'ai mentionné, la première fois, ils amènent Myra Hindley dans la lande, ça donne absolument rien. Ouais. Donc, les policiers, ils se disent, on va faire un nouvel essai avec Ian Brady. Et ils retournent le voir en prison, et Ian Brady dit, je suis prêt à vous le dire où est-ce que je les ai enterrés, mais à condition que vous me donniez le moyen de me suicider après. C'est un marché de dupes, on peut pas faire ça. Là. Mais non. Pas dire, oui, on va te donner un gun après, puis tu pourras te suicider, donc on peut pas faire ça. Donc, Ce n'est pas ça on la va justice, comme on l'appelle, non. Voilà, donc les policiers vont décliner son offre, d'où le fait qu'ils vont retourner une deuxième fois avec Myra Hindley dans les moors, puisque Ian Brady refuse de donner plus d'informations. Et là, il va se lancer dans une espèce, on l'entend d'ailleurs dans le reportage de la BBC, il va se lancer dans une grève de la faim, mais en Grande-Bretagne, il y a une loi qui nous interdit de ne pas se nourrir. On ne peut pas ne pas se nourrir et se laisser mourir de faim. Fait que comme ça c'est inscrit dans la loi que tu ne peux pas faire ça, ben Ian Brady on va finalement l'amener à la prison, dans la partie médicale de la prison, et on va finalement le forcer à se nourrir. On va l'entuber pour le nourrir. Donc, il devra mettre obligatoirement fin à sa grève de la faim. Et éventuellement, comme je l'ai mentionné, il va décéder d'un cancer en 2017. Elle était décédée quelques années plus tôt, en 2002. Comme je l'ai mentionné, d'une pneumonie accompagnée d'une maladie cardiaque qui s'était développée sans aucun doute liée à sa grande consommation de tabac. Et puis ben voilà, on a 2 belles crapules qui ont disparu et qui vont marquer l'imaginaire des crimes en Grande-Bretagne. Et encore aujourd'hui, les Moors Murder figurent en bonne place avec l'éventreur du Yorkshire, Jack l'Éventreur et compagnie. J'ai vu qu'on avait un documentaire disponible aussi sur Prime Video et Apple TV concernant les Moors Murder qui a été fait en 2022. Il y en a un autre un petit peu plus vieux, en 2009, qui est sorti également. Mais sinon, c'est ça, peu repris dans la culture populaire. On n'entend pas beaucoup parler et ça prend des gens comme toi pour relayer l'information. Il y a une mini-série britannique qui a été faite en 2 parties, 2 fois 1 heure. En fait, 2 fois 1h30. Cette série-là s'appelle See No Evils, The Moors Murder, que j'ai vu, je pourrais pas dire la date, je crois c'est 2016 ou 2015, dans ces alentours-là peut-être. Donc, See No Evils, The Moors Murders, une série britannique qui était disponible éventuellement en DVD, que j'ai trouvé très... en fait, on parle beaucoup et on voit pas beaucoup d'événements. Donc, tout ça fait autour du dialogue. J'ai trouvé que c'était une mini-série qui était très narrative. À un moment donné, ça vient un peu redondant, là, parce que c'est des gens qui parlent. Puis on voudrait, peut-être parce que c'est notre culture nord-américaine où les films nous montrent davantage dans l'action. Alors que là, ici, on a plus de la discussion qu'autre chose. Quoique le comédien qui incarne Ian Brady est vraiment excellent dans ce rôle-là. Il a un parfait rôle de psychopathe, mais bon, la série, si les gens ont la chance de la voir, tant mieux. Mais en ce qui me concerne, c'était pas la série du siècle quand même. Mesdames et messieurs, voilà, nos suspects X, oui. Voilà, c'était nos suspects X de ce soir, Ian Brady et Myra Hindley. La semaine prochaine, on s'attaque encore à... Je vais appeler dans les têtes populaires à cause de Netflix, Dahmer, la semaine prochaine. Ouais. J'ai très, très hâte de t'entendre parler du cas. L'incontournable Jeffrey Dahmer, le boucher de Milwaukee. Merci beaucoup, Christian. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.